Bonjour, bon dia, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Et oui, voilà, ça y est, je me lance. Voilà, j'avais pas forcément grand-chose de prévu et donc du coup, je me suis dit qu'il était peut-être temps qu'on puisse se faire une petite séance tranquille entre nous. Vrai. Voilà, sur justement deux, trois petits éléments, hein. Après tout, on en parle assez souvent dans mes streams. Voilà, on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus justement précis, d'un petit peu plus concentré, où on va vraiment parler que de ça. Ça, on va voir, hein, si jamais ça marche, après tout, je vais en faire d'autres. Voilà. Et du coup, j'ai décidé ce soir, j'en parlais quand même assez souvent, de ce qu'on appelle en fait le piège de Thucydide. Et à travers ce piège de Thucydide, évidemment, c'est pour ça que j'ai fait cette petite vignette, c'est littéralement évoquer, ou du moins tenter d'évoquer, l'état des relations entre eh bien, les États-Unis et la Chine. Sachant qu'il y a quand même d'autres éléments derrière, hein, bien sûr, il n'y a pas que, que ça. Voilà. Et donc voilà, on va vraiment y aller tranquillement. Donc j'ai fait mon petit travail de recherche, etc. Et en fait, cette expression vient d'un auteur, un auteur américain qui s'appelle Graham Allison. C'est donc un historien, un chercheur à Harvard qui a fait un ouvrage qui a priori est assez intéressant. Je m'en suis quand même beaucoup servi, hein, bien sûr, pour ce travail, mais pas que, parce que justement, il y a quelques limites pour lesquelles il va falloir que je revienne, et qui a considéré que, en gros, ce qui était en train de se passer à l'heure actuelle, c'était, selon lui, hein, bien sûr, selon lui, c'était pas un copier-coller, mais on était quand même très très proche de tout ce qui s'était passé dans l'histoire, et notamment, bien sûr, au moment de la guerre du Péloponnèse entre Sparte et Athènes. Et il considère, en fait, parce qu'il a rédigé son ouvrage il y a quelques années, d'ailleurs, se vend très très bien, hein. Il y a des nouvelles éditions là, qui sont parues récemment. Enfin voilà, le concept de piège de Thucydide, ça cartonne. Voilà, c'est impressionnant de voir à quel point ça cartonne. Et du coup, on a essayé, j'ai essayé de voir un petit peu comment il avait essayé de développer un petit peu sa pensée et pour voir qu'est-ce qu'il en est réellement et savoir s'il n'y a pas quand même quelques limites. Parce que oui, le modèle quand même est un petit peu critiquable. On va voir, je vais essayer de vous montrer un petit peu pourquoi. Et en fait, l'un des éléments, et on va en parler, hein, bien sûr, mais euh, il y aura quand même, il faudra évoquer d'autres éléments, c'est que le principal reproche qu'on fait à Graham Allison, c'est qu'il se concentre un petit peu trop sur les aspects puissance dure, donc vraiment purement l'économie et surtout en fait les aspects militaires. Donc lui vraiment voilà, il s'est focalisé, il s'est concentré dans son ouvrage sur l'idée de on va partir, on va droit vers une guerre, et donc du coup il a un petit peu orienté ses recherches là-dessus. Bon, on va voir que c'est pas aussi simple que ça, même s'il y a quand même pas mal d'éléments de tension. Et en fait, il a appuyé une partie de sa recherche sur ce passage de Thucydide. Voilà. La cause véritable mais non avouée donc, de la guerre du Péloponnèse en fut, à mon avis, la puissance à laquelle les Athéniens étaient parvenus et la crainte qu'ils inspiraient aux Lacédémoniens qui contraignirent ceux-ci à la guerre. Donc en fait, il s'appuie littéralement sur la comparaison Athènes-Sparte pour l'appliquer à la situation États-Unis Chine. Et ici, en fait, Sparte, selon lui, ce qui était évidemment vrai, hein, je vais revenir là-dessus, parce qu'en fait, pour essayer de comprendre ça, il faut quand même avoir un petit angle un petit peu historique. Eh bien, ce qu'il y a derrière, c'est que, selon lui, et c'est vrai, Sparte était la puissance établie. Je vais en reparler, bien évidemment. Et Athènes, au cours du 5e siècle, est devenue la puissance émergente, la puissance ambitieuse, etc. Et du coup, l'ambition d'Athènes, démesurée, a littéralement fait peur aux autres cités grecques, à commencer par Sparte. Et, selon Thucydide, c'est Sparte qui aurait déclenché, été à l'origine de la guerre. À cause, évidemment, de ces ambitions d'Athènes qui menaçaient Sparte. C'est pas aussi simple que ça, hein, bien sûr, je ne rentrerai pas forcément dans les détails, c'est pas l'objectif ici. Et du coup, il est littéralement en train de plaquer ce système au système actuel, dans le sens où la puissance établie, les États-Unis, se sentent menacés par une puissance émergente, la Chine.
est tellement menacé qu'il serait à deux doigts de déclarer la guerre, de se lancer dans un véritable conflit. Bon, il est évident que quand on voit l'attitude de l'ancien président américain, euh, ou bien ne serait-ce que par ce qui s'est passé relativement récemment, là, à la fin de l'année dernière, d'un point de vue relations internationales, avec la signature de l'accord d'alliance entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, cette idée-là, finalement, n'a pas disparu. Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant. Est-ce que le système qu'il veut appliquer a quand même des éléments qui seraient assez comparables? Bah, du coup, justement, hop, on va faire un petit bond dans l'histoire pour savoir dans quelle mesure et comment en fait on va pouvoir comparer ces éléments-là. Parce qu'on ne peut pas comprendre l'état des relations, selon Graham Allison, hein, bien sûr, on ne peut pas comprendre l'état des relations actuelles entre États-Unis et Chine sans comparer avec la situation précédente. Sachant que dans son ouvrage, il parle évidemment énormément de la situation entre Sparte et Athènes, mais il va utiliser d'autres éléments, notamment la guerre de 30 ans ou la guerre de succession d'Espagne. Voilà, il y a d'autres éléments, et à chaque fois, il dit, ben voilà, regardez ce qui s'est passé. Il y a une puissance établie qui a été concurrencée par une puissance émergente. Il y a eu des tensions, il y a une espèce de crainte, et du coup, pof, guerre préventive, etc., pour tenter de détruire ou tenter de maintenir l'ordre établi, et ça a abouti à une catastrophe. On va voir ce qu'il en est. Et en fait, il faut faire remonter ça aux guerres médiques. Voilà, je remonte quand même assez loin, hein, voilà. Donc les deux guerres médiques, première guerre médique et deuxième guerre médique. Mon but, c'est pas du tout de faire l'histoire de ces guerres médiques. Non, non. C'est de montrer en fait les éléments qui peuvent finalement sembler être assez contemporains et peuvent être réutilisés. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au moment des guerres médiques, certes, évidemment, il y a l'Empire perse, mais au niveau grec, il n'y a aucune unité, ça c'est évident, mais vous avez une cité qui a réellement un avantage militaire, un avantage pas forcément économique, mais un avantage en termes de prestige, de culture, c'est Sparte. Voilà. La confédération lacédémonienne, pas oublier, hein, dans l'Iliade, c'est l'une des plus anciennes cités, hein, déjà qui existe. Donc voilà, Sparte est déjà la puissance établie. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a la première guerre médique, avec donc Darius qui tente une première fois une expédition en Grèce, ben, la première chose que font les Grecs, c'est de se tourner vers Sparte, pour que Sparte leur vienne en aide. Après tout, c'est la meilleure des armées disponibles à l'époque, etc. Donc si Sparte pouvait prendre la tête du monde grec, ce serait parfait pour protéger la liberté des Grecs. Sparte est d'accord. Il n'y a aucun problème, Sparte dit oui. La seule Le seul problème derrière, c'est que Sparte, officiellement, est en période de festival religieux. Et il est impensable pour les Spartiates de rompre ce festival afin de partir en guerre. Voilà. Et donc, du coup, Sparte n'intervient pas. Catastrophe, bien évidemment. Mais du coup, une autre cité prend la relève, à savoir Athènes. Est-ce que le système n'est pas le point divergent de l'état actuel comparé au piège? On va effectivement en parler. Et oui, Corsica, la question des systèmes d'alliance, effectivement, font que le point de vue de Graham Allison ne tient pas tout à fait la route. Oui, entièrement d'accord. Oui. Parce que là, en fait, c'est pour ça que j'insiste, hein, sur ces idées d'alliance. Parce que tu vas voir qu'il y a toutes ces notions d'alliance qui sont importantes. Et voilà, déjà là, l'alliance dont je vais parler est aussi importante. Mais oui, oui, oui. La question justement de la politique internationale, en fait, fait que le concept qu'il a mis en place au début ne s'applique qu'à un microcosme, en fait, le monde grec, qui n'a rien à voir avec le monde actuel, évidemment, avec à la fois les États beaucoup plus puissants, mais surtout aussi les organisations, l'Union européenne, les différents accords comme l'ASEAN, etc. Oui, totalement d'accord. Donc là, déjà, il y a un truc qui est à battre en brèche, hein, bien sûr. Oui, tout à fait. Et du coup, ce qui se passe ici, c'est que Athènes prend la relève, et donc c'est la fameuse victoire de Marathon. Très bien. Bis repetita. 10 ans plus tard, deuxième guerre médique, hein, qui se profile. Donc, deuxième invasion. Donc, deuxième invasion, cette fois donc par Xerxès. Donc là, c'est les fameux, hein, le film 300, etc. Voilà, voilà. Et là encore, on propose à Sparte de prendre la tête du monde grec pour libérer et surtout pour protéger les cités grecques et, si possible, les libérer. Faut pas oublier que, c'est pour ça que je montre aussi cette carte, vous avez quelques cités grecques qui ont littéralement pris fait et cause pour les Perses. Les Perses ne sont pas des idiots, hein, c'est pas du tout les brutes qu'on voit dans les films 300, non, pas du tout. Il y a un gros travail de diplomatie, hein, derrière. Et donc du coup, Sparte, évidemment,
prend la tête et, du fait de son prestige militaire, prend la tête des opérations terrestres. À côté de ça, vous avez Athènes, qui a déjà acquis un peu de prestige suite à la victoire de Marathon dans sa première guerre. Donc déjà, on commence un peu à pencher dans la balance, et à qui, elle, en fait, on confie le volet opération navale. Ok, très bien. Et ici, première des choses à prendre en compte, c'est que vous avez une première grande alliance grecque qui existe, qui se met en place, c'est la Ligue de Corinthe. Voilà, la Ligue de Corinthe, donc dominée par Sparte, puisque c'est Sparte qui va gérer les opérations terrestres. Gardez ça en tête, vous allez voir pourquoi ça a son importance par la suite. Évidemment, il y a la bataille des Thermopyles, hein, les 300 avec le roi Léonidas qui résiste pendant quelques jours, très bien. Vous avez la bataille de Salamine, une très grande victoire des Grecs, une grande victoire navale, ce qui n'empêche pas, bien évidemment, Athènes d'avoir été capturée, pillée, brûlée, etc. Il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, mais a priori, le monde grec semble avoir gagné, sauf que la guerre n'est pas terminée. Oui, une bonne partie de l'armée perse est repartie, mais il y a encore des Perses, il y a encore une instabilité politique dans la région. Et c'est là où justement les choses vont commencer à chauffer un petit peu. Puisque, en effet, ce qui va se passer, c'est que beaucoup de cités grecques, Alors, ce qu'ils avaient forcé, le Sparte et Grecs, alors attention, ne pas confondre Sparte et les autres cités grecques avec Sparte et Athènes. Voilà, ce sont deux choses différentes. Pendant très longtemps, en fait, on savait que Sparte avait une espèce de prestige, une espèce d'aura. Et là, ce qui va se passer, c'est que Athènes, justement, commence à apparaître avec quand même quelques victoires bien montées en épingle, hein, par la propagande athénienne, hein, bien sûr, pour montrer que Athènes, elle aussi, a sa carte à jouer. Et ce qui se passe, en fait, c'est que pendant que Athènes mène sa guerre navale, vous avez plusieurs cités qui commencent à approcher Athènes. Parce qu'il y a un petit souci. En effet, cette fameuse Ligue de Corinthe est dirigée par Pausanias. Pausanias, donc, c'est le neveu de Léonidas, c'est celui qui dirige Sparte, enfin, l'un de ceux qui dirigent Sparte, etc. Et de plus en plus de cités grecques considèrent que Sparte est littéralement en train de prendre l'hégémonie, d'acquérir l'hégémonie et de vouloir littéralement prendre le contrôle de la Grèce au nom de Sparte. Il y a tout un tas de petites tensions entre différentes cités, etc. Et vous avez plusieurs cités, dont Chios, Samos, Lesbos, donc des cités maritimes, qui commencent à approcher Athènes en disant tu veux pas essayer de faire quelque chose? Et c'est littéralement ce qui va se faire. C'est-à-dire qu'en gros, en 477 avant Jésus-Christ, donc quelques années après la bataille de Salamine, il y a les premières négociations entre Athènes et les principales cités qui vont aboutir à la création de ce qu'on appelle évidemment la Ligue de Délos. Je ne vais pas forcément insister sur cette Ligue de Délos, hein, en tant que telle, hein. C'est extrêmement connu, on le voit partout, dans tous les cours d'histoire, on en parle de la Ligue de Délos, une espèce donc d'alliance où dans un premier temps tout le monde est sur le pied d'égalité. Tout le monde est sur le pied d'égalité, tout le monde a sa propre voix, tout le monde participe au budget, etc. Tout le monde participe également en fournissant des navires, des marins. Donc voilà, au départ, c'est la plus belle des alliances, et le but, c'est de, évidemment, lutter contre les Perses et lutter contre la piraterie. Donc voilà, en fait, c'est ça, à la base, cette alliance. Et dans un premier temps, c'est vrai que c'est extrêmement utile, hein, c'est extrêmement efficace, puisque quand on regarde la carte, c'est que au moment du déclenchement de la guerre du Péloponnèse, cette ligue, alors elle va pas forcément durer, certes, c'est vrai, mais cette ligue va être extrêmement importante, puisqu'il va y avoir jusqu'à 214 cités qui vont participer à cette ligue de Délos. Donc on a vraiment une alliance qui ne va jamais cesser de grandir, en fait. Et c'est normal. Quand on voit la répartition, en fait, sur la carte de ces villes, de ces cités qui participent, en fait, à cette ligue, ce sont toutes des cités qui ont un intérêt commercial derrière. Et quand on voit qu'en fait Athènes va être capable de mobiliser avec l'ensemble de la ligue jusqu'à potentiellement, c'est jusqu'à en gros maximum 400 navires de guerre, mais c'est parfait. L'objectif d'éliminer la piraterie, c'est parfait. C'est donc génial pour le commerce. Les villes vont enfin pouvoir se lancer, vont pouvoir développer leurs activités. Lutter contre les Perses, mais c'est bien simple, hein. Les Perses, ils vont plus pouvoir mettre le pied en Grèce du fait de ces opérations de raid, de ces opérations de police, de contrôle des mers de la part d'Athènes. Donc Athènes est littéralement en train de prendre un ascendant
comment dire, culturel, enfin, par le biais de politique, hein, par le biais du prestige de cette alliance, mais véritablement, elle va se servir progressivement de cette alliance pour se renforcer elle-même. Et c'est là où justement, c'est ça qui va commencer à inquiéter Sparte, en fait, puisque en fait, Athènes, très rapidement, va se servir de cette alliance pour favoriser son propre profit, en fait. Alors, elle va interdire progressivement aux cités de quitter l'alliance, hein, elle va mener des opérations punitives contre n'importe quelle cité qui voudrait quitter, dans le sens où elle va installer soit des garnisons, soit elle va raser la ville, elle va capturer la population, etc. Mais elle va surtout aussi profiter de cette alliance, de cette puissance, pour, bah, par exemple, prendre le contrôle des mines d'argent en Thrace, pour aller prendre le contrôle comment dire, de la production de céréales, donc de Thrace, du Panteuxin, c'est-à-dire de la mer Noire. Enfin, elle va et également prendre le contrôle aussi de la production de bois sur une partie des côtes de la mer Ionienne. Donc en fait, Athènes est littéralement en train de s'approprier toutes les ressources stratégiques. Vous voyez ici, là, pour le coup, le parallèle qu'on peut faire avec la situation actuelle. La Chine, de nos jours, est littéralement accusée de s'implanter partout dans les États pour récupérer les ressources dont elle a besoin pour développer son économie. Donc là, oui, clairement, quand on regarde ça, bah, c'est évident. Oui, le parallèle semble clair entre la puissance établie, hein, Sparte, qui se retrouve de plus en plus sur la défensive, et la puissance émergente qui ne cesse de se renforcer, Athènes. Oui, d'autant plus qu'en fait, grâce à cet argent tiré du commerce, des mines, de l'esclavage, etc., ben, Athènes, en fait, est capable, les sources le disent, donc non seulement d'avoir une flotte maximale de 400 navires, mais elle est capable aussi d'entretenir de manière permanente sur les flots 60 navires de guerre. On va me dire, ouais, 60 navires de guerre, ouais, sur 400, ok. Ok, très bien. Là, on fait un petit calcul. J'ai fait mes petits calculs. Un navire de guerre, donc une trière athénienne à l'époque, c'est 200 hommes, en comptant les rameurs, bien sûr. Ce qui, en gros, vous donne une armée de 60 000 hommes disponibles immédiatement. Vous avez l'une des plus grosses armées que l'on peut littéralement projeter n'importe où en Méditerranée orientale, en l'espace de quelques jours. Voilà ce qui inquiète en fait Sparte. C'est ça qui véritablement fait peur. On a une puissance qui peut... Oui, non mais 400 navires déjà c'est énorme, mais c'est surtout 60 navires utilisés en permanence. Donc c'est 12 000 hommes. Alors certes, évidemment, la plupart c'est des rameurs, mais c'est une force de projection. C'est le concept de force de projection qu'on utilise là depuis les années 1990. Ce concept-là existe déjà dès l'Antiquité. Et Athènes n'hésite pas à bien le faire comprendre. C'est-à-dire qu'en gros, dès qu'il y a le moindre intérêt athénien qui est menacé, ils envoient la flotte. Et rien, et personne ne peut lutter contre ça. Puisque, en gros, rien qu'avec ces 60 navires, vous pouvez assiéger une ville, vous allez interrompre le commerce, interrompre le ravitaillement. Il n'y a juste aucun moyen, en fait, de résister. Et c'est ça, justement, qui, selon Thucydide, et c'est pas forcément faux, hein, bien sûr, est un argument en faveur du déclenchement de la guerre contre Athènes. Bah, justement, Alex, c'est là où il y a un aspect. Oui, comment est-ce que justement, alors que c'est une jeune puissance émergente, comment est-ce qu'ils ont fait? C'est extrêmement simple. Un des éléments de cette Ligue de Délos, c'est pour ça que justement, là, il y a un parallèle à faire avec la Chine ici. Un des éléments de la Ligue de Délos, c'est que au-delà de cette alliance militaire, il y a un partenariat commercial. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des exemptions de taxes, tout simplement. Tous les membres de la Ligue de Délos voilà, ont un statut privilégié, et donc du coup, automatiquement, bah, puisque tu as moins de taxes, tu vas pouvoir développer plus facilement ton commerce, que tes propres marchandises vont coûter moins cher, donc ça va pouvoir s'échanger plus vite. Et à contrario, puisqu'ils sont en train de littéralement contrôler progressivement tout le commerce maritime, puisque c'est le commerce le plus rapide, tous ceux qui ne font pas partie de la Ligue de Délos vont payer plein pot. Donc voilà en fait comment Athènes va énormément s'enrichir, sachant qu'en plus, évidemment, elle va exploiter, c'est pour ça hein, que je mets ces petits symboles-là, Athènes va systématiquement partir à la conquête des ressources stratégiques. Donc vous ne pouvez plus passer à côté d'Athènes. Et ça se voit, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, à cette époque-là, par exemple, vous avez l'île de Crète. L'île de Crète qui aurait pu devenir une grande plateforme commerciale de toute la Méditerranée. Quand on regarde les fouilles archéologiques en Crète, on a repéré qu'il y avait des grands entrepôts, des gigantesques entrepôts qui avaient été construits
justement pour le commerce d'huile d'olive, de bois, etc., à l'échelle de toute la Méditerranée orientale. Et bizarrement, quand on regarde les fouilles archéologiques, après le milieu du 5e siècle, il n'y a quasiment plus rien. L'activité économique semble avoir quasiment stoppé en Crète. Ça veut donc dire quoi? Que tout le commerce a été récupéré par Athènes. Oui, complètement, c'est ça. Il y a un véritable boom économique donc, pour toutes les cités participantes. Et évidemment, c'est aussi le moment où il y a un boom démographique. C'est le moment où, par exemple, Athènes, c'est pas pour rien aussi que Athènes, même s'il y a une optique de contrôle, hein, bien évidemment, des cités, va très souvent envoyer des garnisons, va envoyer des colons dans les autres villes. Voilà, donc c'est le moyen d'éliminer aussi une partie de cette population potentiellement agitée à Athènes, donc les faire partir d'Athènes pour les envoyer ailleurs. Donc oui, il y a un réel boom démographique à Athènes. Un boom démographique tel que, ne pas oublier que d'un point de vue politique, c'est le moment où vous allez avoir Périclès qui va restreindre l'accès au corps civique. Là où auparavant il suffisait d'avoir un membre de sa famille qui était d'origine athénienne pour devenir athénien, maintenant il faut que le père soit athénien et que la mère elle-même ait son propre père athénien. Ça a énormément fait chuter la taille du corps justement de citoyens. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça? C'est très simple. La population avait tellement augmenté que en fait, il était impossible de faire fonctionner les institutions athéniennes normales. Il y avait trop de monde. Donc il a volontairement réduit le corps civique. Donc oui, tout est lié, en fait. Donc voilà, on a véritablement ici une alliance qui semble réellement profiter à tout le monde. Oui, en plus c'est ça, ça permet de limiter les adversaires politiques, c'est exactement ça. Et du coup, voilà, et c'est ça qui a réellement, en fait, inquiété Sparte. Et du coup, bah forcément, donc alors, même si c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein, c'est pas l'objectif ici pour moi de parler forcément de là-dessus. Mais juste, alors, justement, Alex, c'est ce que dit Thucydide. Thucydide, dans son ouvrage, et du coup, c'est repris par Graham Allison, Sparte n'a pas eu d'autre choix que de déclarer la guerre à Athènes. Alors, c'est plus compliqué que ça, hein. C'est par le biais, en fait, d'alliances, le biais donc c'est ce qu'on appelle l'affaire de Mégare, qui est liée à Corinthe, mais qui veut se séparer de Corinthe pour rejoindre le camp d'Athènes. Donc, du coup, par le biais des alliances, il y en a un qui va d'un côté et l'autre de l'autre. Et donc, en fait, là où au départ, on a un affrontement localisé, petit à petit, en fait, ça fait littéralement tache d'huile. Et petit à petit, le conflit finit par s'étendre. Et à ce moment-là, les deux grandes cités, les deux grandes puissances, Sparte et Athènes, finissent par s'engager réellement, en fait. Donc voilà, c'est plus compliqué que ça. Mais selon Thucydide, au final, le responsable, c'est Sparte qui a déclaré la guerre à Athènes. Mais du coup, en filigrane, Athènes est également responsable de par son attitude et de par sa volonté, finalement une volonté un petit peu expansionniste. Donc voilà, c'est ça qui est extrêmement intéressant en fait à voir. Et voilà, c'est selon lui un moteur historique euh, qui peut être, eh bien, s'appliquer à tout un tas d'éléments dans le passé et qui pourrait s'appliquer à la diplomatie actuelle. Et du coup, on va voir justement ce qu'il en est. Parce que justement, c'est un petit peu l'image, effectivement, qu'on veut nous donner de la Chine actuellement. Cette puissance émergente qui remet littéralement tout en cause, que ce soit d'un point de vue militaire, économique, diplomatique et même culturel, spatial, enfin technologique. Et du coup, et c'est surtout d'ailleurs à travers les décisions donc, du président Xi Jinping, on est clairement pour certains à l'orée d'une nouvelle guerre. Est-ce que les États-Unis ne vont pas effectivement appuyer sur le bouton et partir en guerre contre la Chine qui est littéralement en train de s'étendre? Voilà. Alors, c'est assez compliqué en fait, Sib, dans le sens entre Athènes et Sparte. C'est-à-dire que vous aviez à Athènes un camp qui était clairement va-t-en-guerre. Clairement, c'est normal, hein, tout fonctionnait pour Athènes. Donc, à partir de ce moment-là, bah, on y va. On a les moyens économiques, on a les moyens militaires, on y va. On tape sur Sparte et on montre définitivement qui est le meilleur. Oui. Et de l'autre, vous aviez quand même un camp beaucoup plus modéré en disant attention, on sait ce que ça vaut, Sparte. Donc, si jamais on doit y avoir une guerre, on va d'abord essayer de négocier. Donc c'est pas aussi simple que ça. Et ce qu'on appelle en fait la guerre du Péloponnèse, c'est pas une guerre, c'est plusieurs guerres. Des guerres menées, donc vous allez avoir des périodes de guerre, mais avec d'énormes périodes de paix entre,
en fait, parce que justement, tu vas avoir un balancement continuel au niveau politique. Et par exemple, Périclès, finalement, est relativement modéré. Et une fois que Périclès, par exemple, va disparaître, emporté par la peste, il va y avoir une faction qui est beaucoup plus radicale, beaucoup plus va-t-en-guerre, qui va littéralement prendre la tête d'Athènes et qui va littéralement partir dans des expéditions qui vont être extrêmement dangereuses. Donc c'est extrêmement variable en fait. Il y a voilà, Athènes ne souhaitait pas forcément déclarer la guerre à Sparte parce que son système fonctionnait très bien, hein. Je veux dire, tu rentres dans l'alliance, pas de problème, tu as tout un tas d'avantages, ça permet de t'enrichir, Athènes s'enrichit, mais tu peux pas en sortir. Donc tout va très très bien en fait. Alors, là, on en reparlera rapidement, cette question de Taïwan, effectivement. Voilà, c'est parce que c'est assez particulier, hein, cette question-là. Et du coup, c'est là où hop, j'arrive à ce petit triptyque, ce magnifique triptyque. La position chinoise, les ambitions chinoises ne sont pas récentes. Donc, on a l'impression que ça y est, Xi Jinping est en train de montrer la Chine en disant la Chine va aller pas partir à la conquête du monde, etc. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, je reviens juste rapidement en arrière. Il y a la muraille de Chine, etc. Voilà. Je vais revenir un petit peu là-dessus. Il y a un aspect culturel qui est assez intéressant d'ailleurs. Et en fait, dès Mao, il y a cette volonté d'affirmation de la puissance chinoise. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque Mao arrive au pouvoir, dans son livre rouge, il est clairement indiqué que la Chine doit devenir une puissance. La raison est très simple, une raison idéologique. Étendre le communisme à la chinoise à travers le monde et concurrencer évidemment l'autre puissance communiste, à savoir l'Union soviétique. Donc il y a toujours eu, en fait, dans cette Chine contemporaine, des volontés d'affirmation de la puissance. Toujours. Mais voilà, ça c'était l'objectif de Mao. Et Mao va clairement dire on va augmenter, on va développer le budget militaire, on va développer la technologie, on va développer l'espace, voilà, parce que le but c'est de concurrencer l'Union soviétique et c'est de devenir la première puissance communiste. Voilà. Le deuxième personnage, c'est Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, lui, est véritablement en fait l'homme de la transition. C'est ça, exact. Mais c'est ça, c'est exactement ça, Alex. Voilà, Mao, c'était on transforme le pays qui est un pays arriéré en pays qui peut envisager de participer à une politique de puissance. Deng Xiaoping va littéralement se donner les moyens en créant ces fameuses zones franches qui vont en fait il va ouvrir l'économie chinoise au monde entier. C'est le moment de la création des usines, voilà, c'est la Chine, l'atelier du monde, ça y est, on est parti. On se dote d'une puissance industrielle. Et justement, voilà, c'est ça. Et justement, c'est justement là où je veux en venir, voilà, Sibéria. C'est que progressivement, en fait, le discours va changer. Ne pas oublier que avec Mao, il y a eu la révolution culturelle. Les traces du passé doivent disparaître. Vous regardez quelques-unes, mais globalement, ça doit disparaître. Avec Xi Jinping, voilà, avec Xi Jinping, on est dans cette nostalgie. On est dans le renouveau Make China Great Again. C'est exactement ça. Et là, donc, je vous cite quelques éléments de son discours, hein, qui a eu lieu en juillet 2021 lors du centenaire du Parti communiste chinois. On est clairement ici dans la réutilisation, la réinterprétation du passé. Voilà. En fait, montrer que la Chine a été une grande puissance, elle a perdu son statut et elle doit donc la regagner. Sous-entendu, bien évidemment, parce qu'elle a été humilié par les Occidentaux. Le temps où le peuple chinois pouvait être foulé aux pieds, où il souffrait et était opprimé, est à jamais révolu. Directement, évidemment, référence à la guerre de l'opium, à la révolte des Boxers, voilà, l'humiliation complète, hein, par le biais des Européens et des Américains. Le Parti communiste et le peuple chinois déclarent solennellement au monde ceci, le peuple chinois s'est levé. Voilà. Il y a vraiment une volonté d'affirmation de cette puissance en lien évidemment avec l'histoire. La grande renaissance de la nation chinoise est entrée dans un processus historique irréversible. On est complètement en plein dedans. Oui, c'est exactement ça aussi, Corsica. C'est que cette notion de nostalgie, de retour au passé, etc., cet ancrage dans des discours finalement nostalgiques, c'est quelque chose qui devient de plus en plus à la mode en fait. Regardez énormément de discours politiques actuellement, c'est totalement ça en fait. Voilà, on s'inscrit dans une politique de nostalgie pour montrer qu'il y a eu un déclin, etc. Il faut retrouver sa place, etc. Et dans le cas de la Chine, c'est pas anodin. Pour une raison très simple. Alors, attendez, hop, voilà. C'est que la Chine
euh, au moment où justement Xi Jinping relance cet intérêt pour le passé chinois. D'ailleurs, c'est le moment où vous allez avoir de plus en plus de films hein, bon, avec les grandes superproductions chinoises en costume. On réinterprète le passé, on fait revivre le passé chinois, mais pour une bonne raison. Il faut remobiliser la Chine. Voilà, le truc, il est là. Parce que quand on regarde en fait les chiffres, c'est que en gros, à partir de 2007, bah, la Chine est arrivée en mode surchauffe de l'économie. C'est-à-dire que là, bah, la Chine ne sait plus trop où donner de la tête et l'économie commence à se gripper. Là où avant on avait une croissance qui ne cessait évidemment d'être bénéfique, après 2007, la Chine a perdu cette fameuse croissance à deux chiffres. C'était une catastrophe évidemment pour la Chine et on le voit hein, d'ailleurs là, sur ce graphique, en fait, progressivement l'économie, le PIB chinois croissait moins vite. Donc il y avait ce sentiment cette idée que finalement la Chine était en train d'arriver à un palier critique et que si jamais rien n'était fait, la Chine n'allait pas pouvoir tenir le coup face à la concurrence internationale dans le contexte de mondialisation et ça allait s'effondrer. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a cette remobilisation historique, culturelle, c'est exactement ça. Redonner de l'espoir, redonner un moyen de relancer la machine, la production, la motivation nationale, effectivement. Et quand on voit évidemment le PIB, en plus, c'est totalement cassé la figure avec la crise du Covid, quand on regarde ce qui se passe en 2021, 18,3% de croissance au premier trimestre 2021. Alors évidemment, attention, ce sont les chiffres chinois, hein. Attention. Mais ici, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant. Que même si évidemment il y a très vraisemblablement une part d'exagération, il y a une véritable volonté de relancer, enfin, voilà, de réinjecter de l'argent, de multiplier les investissements, d'impliquer littéralement toute la Chine vers cette politique de grandeur, en donnant une justification historico-culturelle. Alors, ils n'y ont jamais vraiment cru, hein, Corsica. Cet espoir de la démocratisation, non, non. On a enfin, moi, je me souviens, j'ai vu les images de Tiananmen. On disait, ah, tiens, il y aurait un printemps chinois, une espèce de printemps chinois. On a très vite compris qu'il n'y en aurait pas. Non, non, les espoirs de démocratisation, non, non, non. On savait on pouvait penser qu'effectivement, avec l'ouverture économique, il y aurait eu une tentative, etc. Mais non. Et on a très vite compris que c'était pas possible. Et en même temps, justement, la Chine n'a cessé de renforcer tous ses liens économiques et surtout industriels en inondant le marché mondial, justement, de produits cheap made in China. Donc voilà. Et le truc, c'est ça, c'est que en parallèle de cette économie qui se grippe, bah, c'est justement ça, justement, peut-être éventuellement Corsica, c'est que le monde entier, en produit cheap, il est déjà équipé, en version Made in China, c'est bon. Dans certains cas, il commence à en avoir marre, et même les produits Made in China commencent à être plus chers que certains autres produits. Donc là, l'économie chinoise doit faire un choix, elle doit choisir d'autres orientations. Et donc, du coup, il y a des sacrifices à faire, des remobilisations, etc. Et c'est ça, du coup, qui fait que la Chine a un discours beaucoup plus agressif. Et du coup, on a véritablement l'impression, nous, occidentaux, et évidemment aussi les États-Unis, que la Chine est à deux doigts, effectivement, de partir dans sa conquête du monde, etc. Et que du coup, il faut réagir et il faut taper très fort. Parce qu'en fait, la Chine, désormais, elle a trois volets. Elle a un volet commercial, elle a un volet militaire, mais d'ailleurs surtout plus naval que véritablement militaire, et surtout un volet technologique et spatial. Voilà, c'est ça véritablement les trois volets qui sont désormais complètement au cœur des politiques chinoises. Ah oui, complètement. Ah oui, le Covid a complètement accéléré les choses. Oui, totalement, totalement. C'est pour ça que justement, il y a une espèce à la fois de fuite en avant dans le refus de la Chine, de tout ce qui vient de Chine, mais en même temps, une prise de conscience qu'on ne peut pas véritablement s'en passer. Donc, on essaie de braquer un petit peu les choses pour essayer de faire bouger les choses en notre faveur, ce qui fait que ça rejoue en faveur de la Chine qui se pose évidemment en victime. Donc voilà, et mais il y a une mécanique, oui, et justement, c'est pour ça que ça va très très loin, c'est que là, je vais en reparler avec tout ce qui est l'aspect scientifique, culturel, etc. C'est qu'on est, même la Chine elle-même sait que le Made in China, c'est fini. C'est fini. Les gens commencent à en avoir ras-le-bol, c'est cheap, alors c'est bien, c'est pratique, mais au bout d'un moment, stop. Je vais en reparler, en fait, l'objectif n'est plus de faire du Made in China, mais du Create in China.
voilà, arriver à un même niveau d'innovation technologique que l'Occident. Et une fois qu'ils vont y arriver, et ils sont très bien partis, là, les choses vont complètement en fait, se transformer. Parce qu'il y a déjà certains éléments pour lesquels, en fait, des éléments de haute technologie, pour lesquels on ne peut déjà plus, en fait, se passer de la Chine. La Chine a littéralement supplanté tout le monde parce qu'elle a su saisir l'opportunité. Voilà. Et donc là, du coup, c'est difficile de vouloir se dire, salut Géronimo, ça devient difficile de littéralement pouvoir contrer. Est-ce que ça sent la Troisième Guerre mondiale? Pas forcément. Pas forcément, Alex, hein. Justement, je vais revenir là-dessus. Et du coup, le premier point, bah, c'est tout l'aspect commercial. Parce que c'est ce qu'il y a de plus visible. Alors là, je reprends un petit tableau, une petite chronologie que j'ai récupérée donc de la revue Diplomatie. Très, très bonne revue, hein, bien évidemment, au passage. Et en fait, cette chronologie montre justement les tensions croissantes davantage évidemment le fait du dernier président américain, hein, le président Trump, parce qu'auparavant, en fait, il y avait pas une espèce, enfin, c'était pas forcément une espèce de consensus, mais on était davantage tourné vers la négociation, etc. Et voir de temps en temps sur l'espèce éventuellement de laisser-faire. Ce que l'un des auteurs, ce qu'un auteur, comme par exemple, alors je récupère son nom, donc comme Arthur Waldron, donc qui est un professeur de relations internationales donc à l'université de Pennsylvanie, appelle en fait le piège de Chamberlain, qui est en fait de vouloir négocier de manière systématique. J'aime beaucoup cette idée-là en fait. Plus que le piège de Thucydide, ce serait peut-être plus le piège de Chamberlain. Et en fait, voilà, pendant des années, des décennies et plusieurs mandats de président américain, c'était ça, c'était la négociation. Voilà, les échanges. C'est une très très bonne question ça, Alex. Et du coup, voilà, au bout d'un moment, bah, forcément, quand on multiplie les accords, les partenariats, etc., pour essayer de s'équilibrer, etc., bah, à chaque fois, finalement, qui s'en sort systématiquement? C'est la Chine. Et du coup, et ce en quoi, pour le coup, on ne peut pas reprocher au président Trump son attitude, c'est d'avoir littéralement montré aux yeux du monde qu'il y avait un réel problème, un réel déséquilibre. Voilà, et voilà, ça, on ne peut pas lui reprocher. Et du coup, et vous allez voir que c'est quand même encore un jeu basé un petit peu sur la négociation, etc. Parce que justement, ça permet de calmer les choses. En 2018, par exemple, il annonce les fameuses taxes douanières. Alors, ça a provoqué la colère de la Chine, qui du coup avait rétorqué en mettant en place des taxes sur 128 produits américains, etc. Et donc voilà, en fait, ça a littéralement relancé une négociation du fort au fort entre justement États-Unis et Chine. Et là où jusqu'au président Trump, on avait l'impression qu'en fait le monde entier se laissait faire par la Chine, l'arrivée de Trump a eu ceci de positif que en fait on a littéralement posé les choses à plat de manière réaliste. Stop, on arrête, on va négocier. Parce qu'à chaque fois, en fait, quand on regarde la chronologie, il y a une décision qui choque le parti adverse, qui peut potentiellement être dramatique, etc. Et il y a automatiquement une réaction de la part de l'autre camp. Donc on est encore dans de l'échange, on est dans du bilatéral. Mais voilà, on montre quand même voilà, qu'on ne va pas se laisser faire. Et finalement, ça permet d'évacuer la tension, parce que ça permet de montrer au monde que stop, voilà, on est capable de la contrôler. C'est ça, c'est exactement ça. Oui. C'est ça, c'est vraiment l'électrochoc. Oui, on peut reprocher beaucoup de choses au président Trump, mais véritablement, il a initié un véritable électrochoc, une véritable prise de conscience à l'échelle mondiale par rapport à l'expansion, finalement, face à l'expansion chinoise qui est totalement motivée. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que on s'est quand même pendant très longtemps complètement voilé la face avec voilà, avec ce système-là. Ça, c'est le premier volet donc, de la fameuse politique d'expansion chinoise, ce sont les nouvelles routes de la soie. C'est ça qui est quand même assez extraordinaire. Ce projet des routes de la soie a été évoqué en 2013 par Xi Jinping. Voilà, 2013. Les véritables décisions choc contre la Chine datent de 2018. 5 ans pendant lesquels les Chinois ont littéralement pu multiplier les investissements, placer leurs pions, placer leurs entreprises, mettre littéralement des États sous tutelle économique et financière,
en multipliant les investissements, en créant la fameuse voie ferrée, les gigantesques autoroutes qui permet de partir donc de Yiwu jusqu'à Londres et qui permet de gagner un temps fou en termes de trajet. C'est également la sécurisation de routes de commerce, etc. C'est la sécurisation par le biais d'accords et par le biais d'investissements d'accès à des ressources, notamment par le biais du Pakistan, enfin, par le biais de pays africains, etc. On a eu là littéralement une espèce de colonisation du monde. Là, voilà, il a fallu 5 ans véritablement pour que le monde entier s'en rende vraiment compte. On en parlait un petit peu, on disait, oh, les grands défis de la Chine, etc. Oui, sauf qu'en fait, on est arrivé à un moment où justement, quand on se rend compte que la Chine est quasiment devenue prédominante en Afrique. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que, il y a quelques années, il y a Le Monde qui a fait une petite expression, qui a lancé une petite expression assez intéressante, la Chine-Afrique. On parlait auparavant de la France-Afrique. Eh ben non, cette fois, c'est la Chine-Afrique. Elle est présente, quand vous regardez bien, littéralement partout en Afrique. C'est elle qui multiplie les investissements. C'est elle qui est littéralement en train de supplanter tout le monde, de littéralement mettre les Européens à la porte. Et du coup, on a véritablement, oui, cette sensation d'avoir une puissance émergente que rien ne peut arrêter. Et du coup, quand on voit ensuite Trump qui tape du poing sur la table, qui multiplie les taxes, etc., on peut comprendre que, ok, on veut essayer de limiter au maximum cette influence chinoise, ces ambitions chinoises par rapport à tout ça. C'est parfaitement compréhensible, parce que là, clairement, ce qui est en train de se mettre en place à travers ces nouvelles routes de la soie, c'est la sécurisation non seulement des approvisionnements en ressources pour l'économie chinoise, l'approvisionnement aussi en terres rares, hein, donc pétrole aussi, gaz, hydrocarbures, etc. Mais c'est aussi la sécurisation de débouchés par rapport à tous ces produits. Donc, soit le chip made in China qui va être vendu en Afrique, mais aussi de la haute qualité, nettement plus haute qualité, à destination de l'Europe, de la Russie, etc. Et en même temps, ça permet de lancer des programmes de délocalisation en Afrique, là où la main-d'œuvre est beaucoup moins chère. Merci, merci. Merci pour ton follow. Du coup, voilà, c'est là où il y a un véritable problème par rapport à ça. Et c'est justement la prise en compte qui a eu lieu là très récemment. Alors certains disent que c'est déjà trop tard. Ça ne l'est pas, dans le sens où en fait on commence déjà à avoir des États africains qui commencent à se dire que voilà. C'était peut-être pas forcément la meilleure des solutions par rapport à tout ça. On s'est peut-être fait un petit peu avoir dans cette histoire. On essaie de voir si on peut pas renégocier, si on peut pas essayer de retrouver d'anciens partenaires. Voilà. On sait que déjà, ça y est, la Chine-Afrique commence dans certains cas à montrer ses limites en fait. Donc voilà. Et oui, oui, de toute façon, oui, ça a été effectivement un grand, grand réveil pour l'Union européenne, pour l'Inde aussi. D'ailleurs, je vais reparler de l'Inde, les États-Unis, etc. Et l'autre élément, du coup, ça y est, là vous voyez que progressivement je glisse vers cet aspect militaire, c'est que l'aspect commercial, ces routes de la soie, ont un aspect maritime. Très bien. Sauf que cet aspect maritime, dans un contexte de mondialisation, c'est l'augmentation du trafic, évidemment, de marchandises. Et pour ça, qui dit augmentation de trafic de marchandises, dit officiellement augmentation de la piraterie. Il faut donc sécuriser les routes de commerce. Et du coup, vous allez avoir de la part de la Chine ce qu'on appelle la stratégie du collier de perles, à savoir la multiplication de bases navales, de bases aéronavales, littéralement partout en mer de Chine et dans l'océan Indien, pour officiellement assurer la sécurité des voies de commerce chinoises. Là où ça devient catastrophique, c'est quand vous avez certains ports, comme le Pirée, qui sont désormais contrôlés en grande partie par des capitaux chinois. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous avez des investissements tellement massifs que vous avez des ports civils et des bases militaires qui sont en train d'être récupérés par les Chinois. Donc voilà, c'est oui, c'est ça, en plus de ça. Et l'autre élément, c'est que soit vous allez avoir des bases qui sont construites, alors qui existaient déjà, qui sont littéralement récupérées par les Chinois, d'autres qui sont construites en collaboration avec donc avec le pays, c'est le cas par exemple de Gwadar, ou bien c'est aussi le cas au Cambodge, où effectivement, comme tu le dis, un cible, c'est que vous avez des bases qui sortent de nulle part, hein, ces fameuses bases qui sont posées sur des îles où il n'y avait absolument rien, notamment donc en mer de Chine, parce qu'évidemment, donc c'est cette fameuse stratégie de la langue de bœuf
on aurait officiellement retrouvé une vieille carte avec quelques vieux traits qui disaient, hop, c'était là les limites de la Chine. Donc la Chine doit contrôler ces eaux-là. C'est extrêmement important pour, évidemment, les ressources halieutiques, mais c'est aussi important pour toutes les ressources dans les fonds marins. Et voilà, donc il y a énormément ici d'éléments qui montrent que la Chine est littéralement en train de s'imposer d'un point de vue militaire, d'un point de vue naval. Et ce point de vue-là, en fait, et c'est là où ça devient extrêmement important, c'est qu'elle devient véritablement une menace. Donc ça, c'est voilà, je parlais d'un article par rapport à la Thaïlande et au Cambodge. On a un véritable partenariat voilà, qui s'est mis en place. Et en fait, ce qui est très important, c'est ça. C'est le livre blanc de la défense chinoise de 2019. Dans ce livre blanc, vous avez toutes les infos, tout le programme militaire, naval, aéronaval, aérien et aérospatial de la Chine. Et c'est flippant. C'est vraiment flippant. C'est-à-dire que dans ce livre, qui est totalement mais et justement, et c'est pour ça justement, Alex, oui, ça a l'air de ressembler à Athènes. Pour le moment, il y a énormément d'éléments en commun, effectivement, avec la situation entre Sparte et Athènes. La puissance établie, donc Sparte, États-Unis, est en train de se faire littéralement phagocyter par une puissance qui a bâti son succès sur l'économie, etc., qui est en train littéralement de tout bouffer, clairement. Et en fait, ce livre blanc est très révélateur. Il est indiqué qu'à court terme, la marine chinoise doit être à même de rivaliser avec la marine américaine. Donc en gros, du 1 pour 1. En termes de nombre de navires, la marine chinoise, depuis l'année dernière, est la première marine au monde. C'est la marine avec le plus grand nombre de navires. Ça y est, c'est fait. Avec en plus tous les navires qui sont encore en chantier, les États-Unis ne peuvent pas suivre la course. Voilà. Sauf que, et donc là, évidemment, c'est les gorges chaudes, etc. Et donc, d'ici à 2030, la Chine, d'après ce livre blanc, doit devenir la première flotte mondiale. Voilà. Sauf que c'est bien beau de dire que c'est la flotte la plus nombreuse du monde. Les États-Unis ont quand même encore un poids extrêmement convaincant. Hein. Voilà, la Chine n'a que 2 porte-avions. Hein. Pour le moment, les États-Unis en ont un bon paquet, plus d'une dizaine. Il y en a encore d'autres qui sont en cale, en construction, ou du moins sur les plans. Et on n'est pas non plus dans le même gabarit. Alors, bah, justement, Corsica, la qualité Made in China, on va revenir dessus, ça fait très peur en fait. Pendant très longtemps, on se moquait effectivement du Made in China. On disait, ouais, les chars, c'est de la copine de matériel soviétique, les avions, c'est pareil, etc. Ouais, enfin, c'est plus aussi simple que ça. Je vais en reparler après. Parce que en passant du Made in China au Create in China, on se rend vite compte que les systèmes, en fait, sans forcément avoir atteint le niveau américain en termes de défense, sont loin d'être mauvais. Voilà. Et justement, voilà. Voilà. Donc, voilà, faut prendre ça avec des pincettes. Et alors justement, voilà, tu me parlais des porte-avions américains, effectivement, un porte-avions américain est quand même 2 fois plus gros qu'un navire chinois, qu'un porte-avions chinois. Voilà. Un porte-avions américain, c'est 100 000 tonnes de déplacement. Un porte-avions chinois, c'est 50 000. Bon, le problème, c'est que notre petit porte-avions à nous, il est plus petit que le porte-avions chinois. Voilà. Donc, en fait, ce qui est le message qui est clairement ici en train d'être dit, c'est on n'est pas encore capable de rivaliser avec les États-Unis. Pas encore. Mais toutes les autres puissances, mais n'essayez même plus. On vous a littéralement complètement dépassé. Et il est là, en fait, le problème avec ce livre blanc. Tout est prévu, hein, tout est planifié, etc. En telle année, ça va être le dépassement des effectifs. Telle année, c'est la mise au point de tel système d'armes, etc., etc. Tout est prévu. Et d'ici à 2030, c'est devenir la première puissance navale mondiale. Point. Point. Alors, il est évident qu'il y a une bonne partie d'éléments de technologie qui ont été récupérés via l'espionnage industriel. Complètement d'accord, bien sûr. Mais ça va désormais, en fait, un petit peu plus loin. Alors, ils ont quand même l'avantage aérien et terrestre. Oui. Petit accident au passage. Oui et non. Dans le sens où, euh, là où auparavant, évidemment, la Chine ne pouvait compter que sur son nombre, c'était évident, hein, la qualité n'était pas là du tout. Désormais, en fait, même s'il y a encore un avantage au profit des Américains,
l'avantage qualitatif est en train quand même encore voilà, est en train de se réduire. Et je vous l'ai dit, hein, d'ici à 2030, l'avantage doit avoir été totalement résorbé. Donc voilà, attention. Donc faut bien prendre tout ça en compte en fait. Et le deuxième aspect, c'est pour ça aussi que je garde l'exemple de ce livre blanc, c'est que ce même livre blanc, en fait, me permet aussi de faire la transition. Bonsoir Romain, comment vas-tu? Me permet de faire la transition vers le troisième aspect finalement des inquiétudes américaines, qui est la plongée dans finalement la course à la technologie. Voilà, avec le Create in China. Et clairement, ici, parce qu'évidemment c'est extrêmement prestigieux, etc., hein, bien sûr, ça rapporte énormément, etc. C'est le programme spatial chinois. Mao lui-même en avait parlé. Ça remonte à Mao, cette idée d'envoyer la Chine dans l'espace. Donc c'est très ancien. Sauf qu'en fait, là encore, avec les discours de Xi Jinping, hein, 2013-2015, c'est une période qui est fondamentale. Et ça a été là encore précisé dans ce livre blanc de la défense en 2019, la Chine doit devenir d'ici à 2040 ou 2050 la première puissance spatiale mondiale. Voilà, ça a été dit. Évidemment, donc du coup, ça passe par des programmes évidemment de lanceurs, hein, de plus en plus lourds, des programmes évidemment, faut pas oublier, hein, ils ont quand même envoyé du personnel photographier la face cachée de la Lune. Et leur prochain objectif, c'est évidemment de partir sur Mars. Et l'un de leurs autres grands objectifs, c'est de créer la future station spatiale internationale. Ne pas oublier que l'ISS, à terme, là d'ici 3 ans, 4 ans, grand maximum, c'est fini. Elle n'est plus en exploitation. Et c'est bizarrement le moment où les Chinois ont, en théorie, décidé de terminer la construction de leur propre station. Donc en gros, ils ont clairement revendiqué leur volonté ici d'avoir un leadership, évidemment, dans le spatial. Et ça va extrêmement loin. C'est-à-dire que là, par exemple, donc ça va évidemment par les satellites de communication, etc. Très bien. Ça va aussi, et j'aime bien prendre ce système-là, en fait. Euh, oui, voilà, c'est totalement, oui, tout à fait, Corsica. Oui, c'est exactement pour ça qu'on a une hausse de tous les budgets militaires, spatiaux. Oui, oui, bien sûr, parce que justement, en l'espace de quelques années, en fait, c'est là où là encore, c'est hallucinant. C'est-à-dire que, en l'espace de quelques années, ils sont partis de rien et ils ont mis en place un système GPS, le système Baidu, qui a priori, semble être équivalent, aussi performant que le système GPS officiel. Et là où c'est assez flippant, c'est que vous avez déjà une vingtaine de pays qui ont adopté ces systèmes. Et pas forcément n'importe qui. Singapour a participé à la mise en place des infrastructures du système Baidu. Voilà, c'est pas l'Éthiopie, non. On a quelques véritables pays qui sont en partenariat désormais actif avec la Chine. Enfin, voilà, c'est pas qu'on s'est endormi sur nos lauriers, c'est que on a finalement été pris au piège d'une attitude qu'on pensait être relativement devenue la norme, hein, les règles de négociation, les accords multilatéraux, voire bilatéraux, de manière traditionnelle, les échanges donnant-donnant, etc. En gros, c'est ça, hein. Et finalement, on n'a pas, on n'a pas pris en compte l'ampleur finalement, ou on n'a pas voulu voir l'ampleur du programme chinois. C'est ça en fait. Euh, il y a véritablement, il y a très très vraisemblablement, oui, une volonté d'effacer cette humiliation et une volonté de l'humiliation qui sont subies par les Européens donc au cours du 19e siècle et du tout début du 20e siècle, et du coup de vouloir mais compenser à mort. Ça paraît totalement évident. Voilà. Ok, donc ouais, bah, très 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 bonne remarque ici Sibéria. Voilà, c'est pas pour rien que justement, voilà, moi voilà, mes infos n'avaient pas été n'avaient pas été jusque là. C'est pas pour rien que du coup, voilà, comme vient de le dire Sibéria, l'ISS vient d'être validé. Enfin, il y a donc des inspections, des tests qui ont été faits. L'ISS pourra voler et être maintenu jusqu'en 2028.
C'est pas anodin, hein, c'est pas anodin. On veut reporter au maximum l'échéance en disant voilà, on ne veut pas que la Chine prenne littéralement la grande place par rapport à tout ça. Donc voilà. On est en train, oui, oui, c'est exactement ça. Alors, la Russie est encore la Russie est encore un cas très très à part parce qu'en fait la Chine joue un drôle de jeu vis-à-vis de la Russie, ou alors c'est la Russie qui joue un drôle de jeu avec la Chine, puisqu'en fait, alors, si vous me laissez retourner en arrière, hop, voilà, à travers les nouvelles routes de la soie, on voit clairement que la Chine et la Russie ont des partenariats économiques. Ça va même plus loin, hein. Il y a une espèce d'organisation de coopération de l'Est asiatique, etc., qui sont limite des formats d'alliances politico-économico-militaires, hein, entre Russie et Chine. Donc Poutine semble clairement avoir dit je me tourne vers la Chine. Mais effectivement, parce que Poutine est Poutine, la Russie veut encore montrer qu'elle veut tirer sa propre épingle du jeu. Donc voilà, la Russie va toujours, oui, c'est exactement ça. La Russie joue un jeu très étrange et je pense que si jamais évidemment ce genre de format vous intéresse, ça fera l'objet d'une autre émission. Parce que mine de rien, c'est quand même 1 heure que je suis en train de vous parler de tout ça, hein, mine de rien. Donc voilà, donc c'est extrêmement intéressant. Et du coup, cet aspect en fait spatial, cette course en avant vers l'espace, n'est que en fait l'aspect le plus visible de ce qui inquiète véritablement les Américains. Et c'est notamment, par exemple, ce que disait notamment Graham Allison, qui disait que il y a eu des enquêtes qui avaient été faites et que quand la presse américaine s'enorgueillait d'avoir réparer, moderniser un escalator dans une station du métro à New York. Dans le même temps, les Chinois avaient construit un immeuble de 30 étages de haut. Il y avait, voilà, il y a un truc qui allait pas. Il y a la prise de conscience que rien ne va. Et en fait, ça se retrouve là-dedans, en fait, dans le nombre de brevets. Alors attention ici, c'est un indicateur à prendre évidemment avec des pincettes. Ah oui, oui, non, mais Poutine sait parfaitement ce qu'il fait. Il sait parfaitement ce qu'il fait. La Russie a toujours joué un jeu très très particulier dans la diplomatie mondiale. Ils savent très bien où aller. Et du coup, et c'est cet aspect-là. Et on le voit, hein, quand on regarde le graphique. Bon, là, évidemment, c'est uniquement au côté asiatique, mais on va voir ce qu'il en est aussi après à l'échelle mondiale. On voit que la Chine, tiens, bizarrement, en lien direct avec les visées politiques de Xi Jinping, hein, passer progressivement du Made in China, donc le chip à Created in China, on voit une multiplication de tous les brevets déposés par la Chine. La Chine est à l'heure actuelle le pays qui dépose le plus de brevets. Alors, oui, évidemment, une bonne partie des brevets qui avaient été développés sur le tout début de la période sont en lien direct avec l'espionnage industriel. Oui, oui, une bonne partie des brevets, c'est sur des micro-innovations, des micro-changements à la marge. Oui, mais ça montre qu'il y a quand même une véritable volonté ici de s'implanter sur le marché de la haute technologie, enfin sur le marché en fait de l'innovation. Et quand on regarde ça, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, en fait, on a évidemment la Chine, les États-Unis, le Japon, Corée du Sud et l'Union européenne. Et ben, on voit que même si les États-Unis, pendant très longtemps, ont encore été dominants, ben, c'est plus le cas. Et c'est ça qui fait réellement flipper aux États-Unis. Quand on regarde toutes les statistiques, parce que n'oublie pas, hein, les États-Unis adorent les statistiques, ils adorent regarder les chiffres, sans forcément, du coup, forcément regarder les aspects culturels, hein. Ça, c'est très, très américain. Ils voient ça. Et ils voient que la Chine, bah, désormais, à l'échelle mondiale, ben, c'est elle qui compte, qui est littéralement en train de mettre la main sur la recherche, enfin, l'innovation, la recherche-développement, etc. Et c'est ça qui est véritablement inquiétant. Et là aussi, là où ça se voit, c'est que là, de nos jours, on connaît une pénurie des superconducteurs, enfin, voilà, enfin, de tous les composants électroniques, etc. Pour une raison très simple. C'est la Chine qui en a besoin. Autre élément très simple, les supercalculateurs, les super ordinateurs, ceux qui permettent de véritablement avancer dans la modélisation scientifique, etc. Eh bien, plus de la moitié des supercalculateurs sont en Chine. Voilà. Donc le problème, il est là, c'est que la Chine a utilisé en fait son régime politique, son système politique, hein, une espèce
capitalisme socialiste d'État, enfin un truc un peu bizarre, pour que littéralement l'économie privée, semi-privée, soit au service des décisions de l'État. Et que du coup, quand l'État dit il faut qu'on se lance dans tel truc, il faut qu'on se lance dans tel truc, ça va suivre. Et là, et voilà, parce qu'il n'y a pas de contestation possible. Bon, évidemment, il va y avoir de la corruption, etc. Mais du coup, il n'y a pas forcément les calculs de risque, etc., que peuvent avoir les Occidentaux derrière. Et ça se retrouve. Et c'est ça qui, du coup, inquiète les Américains. Et c'est ce qui, selon Graham Allison, si rien n'est fait, va déclencher une guerre. La peur d'être complètement déclassé de la part des Américains et on va repartir, on va y aller parce que c'est stop. Voilà. Et là où ça devient terrible, c'est que n'oubliez pas, hein, donc, explosion du nombre de brevets, mais quand on regarde en fait l'évolution des domaines dans lesquels en fait on innove d'un point de vue par le biais de dépôt des brevets, c'est le médical, la communication, l'informatique, machine et énergie. En gros, donc quand on fait le lien entre ça, les choix qui sont faits en termes d'innovation, les directions de l'innovation et le nombre de brevets développés, bah, c'est la Chine qui est désormais complètement en avance par rapport aux autres. Donc voilà, c'est un petit peu c'est ça justement qui fait réellement peur. Et du coup, bah, c'est là où on commence à vouloir montrer les crocs, en fait. Et il y a plusieurs niveaux. Et c'est pour ça que, en l'état actuel, alors je ne vais pas dire que c'est la bonne solution parce que ça permet de calmer les choses, mais mine de rien, voilà. On se demande s'il ne faut pas y aller éventuellement du fort au fort, mais savoir peser les choses, même si parfois il y a quand même énormément de maladresse et ça peut malheureusement empirer les choses. Et du coup, c'est le fait que la Chine est désormais considérée comme le grand épouvantail. On aurait dû, en tant qu'Européens, s'inspirer de la Chine sur ce point. Les États-Unis ne se gênent pas pour nous tirer des bâtons dans les roues. Ça, c'est totalement vrai. Il y avait peut-être des orientations économiques à prendre de manière plus efficace au niveau de l'Union européenne. Ça, c'est tout à fait, oui, tout à fait envisageable. Et du coup, évidemment, la Chine devient l'ennemi numéro un. L'ennemi numéro un, bien évidemment, dans l'Indo-Pacifique, et au premier rang duquel l'Inde. Parce que l'Inde, mine de rien, a finalement une espèce de programme un petit peu identique. Euh, avec c'est depuis ces dernières années donc le tournant véritablement nationaliste qui a été pris par l'Inde de Modi. Oui, c'est ça. Oui, 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 mais ça, de toute façon, oui, les États-Unis ont toujours eu besoin d'un ennemi, d'un d'un adversaire, soit économique, etc. Oui, c'est normal. C'est dans la génétique américaine, c'est la compétition. C'est l'idée de compétition pour avancer. Oui. Et du coup, bah, le problème, il est là. C'est que l'Inde commence à se dire que, ah, il y a un petit souci. Parce que l'Inde a à peu près le même programme. C'est-à-dire que l'Inde, avec quelques années de retard, était devenue aussi une forme d'atelier du monde. Et du coup, eux aussi sont passés au format donc, du Made in India, Make in India, enfin vraiment inventer, innover, tout créer de A à Z en Inde. Donc voilà, eux aussi commencent à s'y mettre. Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et du coup, ben, la Chine et l'Inde commencent à forcément à entrer en concurrence l'un avec l'autre. Et du coup, ben, vous avez une montée des tensions entre ces deux pays-là. Ça, c'est la première des choses. Je ne parle même pas encore des États-Unis. Même pas encore des États-Unis. Les Trump, j'ai déjà évoqué en disant que sa capacité de négociation avait permis de bien mettre les choses sur le tapis. Bah, l'Inde est en train littéralement aussi de dire attendez, là, il y a des choses qui sont en train de se passer, ça ne va pas. Et là où l'Inde, je ne vais pas dire est plus réglo, mais presque, c'est qu'elle va complètement officialiser ses partenariats en termes d'ingénierie, en termes de recherche scientifique, pour justement apporter la technologie en Inde, afin que ensuite l'Inde soit à même de rivaliser donc avec la Chine, soit à même de rivaliser ensuite avec l'Europe, etc. Le truc, c'est qu'on est aussi en train de se préparer une deuxième Chine avec l'Inde. Ça va être assez intéressant de voir ça. On n'y est pas encore, mais on est bien parti. Le problème, c'est que l'Inde, pour le moment, joue un joli petit jeu dans le sens où on brosse bien le poil des Occidentaux pour récupérer la technologie nécessaire, pour récupérer ce dont on a besoin pour renforcer notre propre puissance technologique. Et après, on va voir. C'est ça qui va aussi être très, très intéressant. Bonjour Bismarck. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a toujours eu des petites tensions entre l'Inde et la Chine pour le Cachemire. Ça s'est un petit peu calmé.
Mais du fait là, de ces dernières années, justement du fait que la Chine devient le véritable épouvantail, bizarrement, en fait, les tensions sont désormais médiatisées. Il y en avait toujours eu, oui, elles étaient mineures, mais au niveau du Cachemire. Mais là, depuis quelques années, c'est intéressant d'ailleurs, hein. Ces tensions sont systématiquement médiatisées. Le moindre accrochage, le moindre élément dans lequel la Chine se retrouve impliquée, regardez, c'est systématique, c'est toujours mis en exergue dans la presse, toujours. Parce que ça devient l'épouvantail, là, c'est ce vers quoi il faut désormais tourner euh, les, euh, les énergies, etc. Alors qu'il y aurait peut-être d'autres éléments à prendre en compte, hein, quand même. C'est peut-être pas forcément la meilleure des choses, le meilleur moyen de régler le problème, hein, d'aller tout de suite à la crispation. Voilà. Alors, la guerre de l'eau, c'est encore autre chose, One One. C'est voilà, parce qu'en fait, il y a un truc qui est assez génial, hein, c'est que par le biais des routes de la soie, la Chine, là, on le voit un petit peu, hein, sur la carte, si vous le voyez, il y a toute une ligne de chemin de fer qui relie donc en fait le nord de la Chine en fait à Karachi et à Gwadar. C'est-à-dire que le Pakistan est en train de devenir l'allié de la Chine. Voilà, un allié économique et à terme un allié véritablement militaire, parce que du fait de la taille des investissements réalisés au Pakistan, le Pakistan est très endetté vis-à-vis de la Chine. Donc là, l'Inde est vraiment en train de tirer la sonnette d'alarme, parce que le Pakistan est une puissance nucléaire en plus. Là, on serait vraiment dans un axe de déstabilisation complet de la région. C'est pas forcément la meilleure des situations possibles et envisageables. Et du coup, c'est là où ça devient extrêmement intéressant. C'est que là où Xi Jinping donc, avait lancé son grand discours, etc., il faut renouveler la Chine dans les années 2010, ben, il y avait des petites tentatives quand même occidentales. Il y avait eu des petites tentatives, donc à la fin des années 2000, début des années 2010, avec notamment donc, les accords Quad. Les accords Quad, donc un accord quadripartite entre États-Unis, Australie, Japon et Inde. C'était d'abord des accords en fait économiques qui visait en fait à compléter les accords de l'ASEAN. Et il y avait aussi un volet militaire. En fait, une alliance militaire. Bon, quand on voit ces quatre pays-là, on se doute de qui était concerné. Bien sûr, c'était un accord d'alliance mutuelle. Ok. On se doute qui apparaissait comme l'ennemi commun. Mais en fait, ces accords quad avaient été complètement abandonnés. Ça n'avait pas marché. Ça n'avait pas marché. L'ASEAN existait encore. Il y a eu il y a eu toute la crise, les différentes crises, etc. Donc ça marchait. Ça n'avait pas véritablement marché. Et en fait, là où c'est extrêmement intéressant, c'est que très récemment, très très récemment, suite à la montée des tensions justement vis-à-vis de Taïwan, ça y est, on arrive à Taïwan, les accords quad ont été réactivés. La Chine montre les bras, montre les muscles vis-à-vis de Taïwan, parce qu'elle a toujours revendiqué. Il y a des pays qui ne reconnaissent toujours pas Taïwan, hein, bien sûr. Attention, il faut bien savoir, hein, il y a des pays qui ne reconnaissent pas l'existence de Taïwan en tant qu'État indépendant. Et du coup, ben, forcément, et puis en plus de ça, comme je vous l'ai dit, Taïwan fait partie de ces territoires revendiqués par la Chine au nom de la langue de bœuf, etc. Et ben finalement, ces accords quad ont été... Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, je vais en reparler en plus après, Corsica. Bah, donc en fait, donc ils ont non seulement été réactivés en disant bah, c'est l'occasion, tiens, de renforcer notre partenariat économique. Le Covid, quand même, nous a bien mis à mal. Il faut qu'on relance nos économies. Mais en plus, on va rajouter une clause. Le but des accords Quad, désormais, c'est de défendre la démocratie. C'est tel quel, hein, ça a été publié là en septembre, lorsque tout a été réactivé. Défendre les idées, les valeurs de la démocratie et de lutter contre tous ceux qui porteraient atteinte aux valeurs de la démocratie. Voilà. Je vous garantis qu'à Pékin, on a bien grincé des dents. Parce que là, vous avez littéralement quatre puissances qui viennent officiellement de dire mon coco, tu te calmes, parce que sinon ça va sérieusement, voilà, ça va chier dans le ventilo, hein, passez-moi l'expression. Et c'est là où justement, voilà, donc vous voyez qu'en fait, finalement, donc c'est pour ça aussi que j'aime bien cette image, parce qu'on y voit le président Biden, c'est que finalement, en fait, Biden ne fait que reprendre la politique de fermeté des États-Unis vis-à-vis de la Chine. Et que tant qu'il va y avoir une politique de fermeté, pour le moment, on arrive à cadrer. En gros, c'est ça. C'est que selon Graham Allison, en fait, on considère que
si on négocie trop, si on négocie trop, si on négocie trop, on va se faire les États-Unis vont se faire littéralement dévorer. Et du coup, ils vont se faire tellement dévorer qu'ils vont déclarer la guerre. Et du coup, ce qui semble apparaître, c'est que les présidents américains, la politique étrangère américaine, semble s'être réellement inspirée de cet ouvrage pour dire que bah non, stop, maintenant on va faire preuve de fermeté. Et tant qu'on montrera un front uni face à la Chine, on arrivera à peu près à la calmer. C'est ça qui est très intéressant. Voilà, c'est ça en fait désormais leur objectif. C'est pas aussi simple que ça, hein, bien évidemment. Il y a d'autres aspects à prendre en compte, notamment le fait que la société chinoise n'est pas aussi unie que ça, ne serait-ce que des membres de la famille de Xi Jinping, hein, qui vont faire leurs études aux États-Unis, qui ne comptent pas revenir ensuite en Chine. Ou de mémoire, je crois qu'il y a même la sœur de Xi Jinping qui vit à Londres. Voilà, hein, le rêve chinois, bon, voilà, il n'est pas aussi simple que ça. Mais voilà, il y a cette volonté du coup de fermeté parce qu'ils se disent que c'est comme ça qu'on va bloquer la Chine. Oui, sauf qu'on l'a vu, historiquement, la Chine n'aime pas particulièrement quand on fait preuve de grosse fermeté vis-à-vis d'elle. Elle est plus justement dans la négociation. Voilà, on est sur les différents culturels ici et c'est peut-être pas forcément la meilleure des choses. Et du coup, ce qui a encore plus évidemment mis le feu aux poudres, et là, hein, on l'a bien vu dans l'os, le fameux AUKUS, à savoir donc l'alliance entre l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni. Bon, le Royaume-Uni qui apparaît littéralement comme le petit joker dans la zone, parce que bah, voilà, hein, faut bien qu'on puisse montrer qu'on a encore un poids quelconque, etc. Et c'est clair que ça, est-ce que ça a littéralement, fondamentalement changé la donne? Est-ce que ça a fondamentalement rebattu les cartes dans la région? Non. Tout ce que ça a fait, en fait, c'est simplement augmenter d'un cran, finalement, les tensions telles qu'elles existaient. C'est-à-dire que là où auparavant, les États-Unis montraient de la fermeté en disant stop, là, vous arrêtez, hein, on fixe des limites, etc., parce que sinon ça va commencer à aller un petit peu loin. Ben, en fait, le problème, c'est qu'avec cette alliance de l'AUKUS, et notamment donc du coup la livraison à terme de sous-marins nucléaires, mais surtout aussi la possibilité de faire mouiller des sous-marins et surtout aussi la flotte américaine en Australie, ben, c'est qu'on décale en fait la, la zone d'intervention finalement américaine en bloquant véritablement physiquement toutes les tentatives de déploiement chinois. Et là, partir partir du fort au fort, là, c'est peut-être pas forcément la meilleure des situations. Puisque là, voilà, là, c'est pour ça que cette carte-là est assez intéressante. C'est que vous pouvez désormais, en fait, avoir un accès totalement bloqué au sud de l'océan Indien et même carrément à l'Indonésie par rapport à toutes les menées potentiellement chinoises. Donc là, voilà, c'est ce point-là qui, du coup, devient extrêmement dangereux. Et en fait, on a l'impression que les, euh, les États-Unis se lancent dans une espèce de course en avant pour essayer de bloquer au maximum la Chine. Et on l'a vu, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intelligent. Donc le truc qui est là, c'est que alors que pourtant il y a l'ASEAN qui existe, il y a tout un tas d'accords qui existent déjà auparavant, et ils ont tendance à revenir un petit peu sur tous les aspects traditionnels, etc. Parce que peut-être qu'ils voilà, ils considèrent que ça ne fonctionne pas. Le président Trump avait dit que l'ASEAN, ça ne fonctionnait pas, ça ne servait plus à rien. Donc il fallait faire autre chose. Bah, oui, mais le problème, c'est que là, ils ont littéralement changé les choses, très bien. Ils veulent moderniser, renforcer, muscler la diplomatie, très bien. Mais est-ce que là, pour le coup, ils ne sont pas en train de trop la muscler? C'est là où justement ça commence à devenir potentiellement effectivement dangereux. Et du coup, là, c'est là où on ne dira pas que la moindre petite étincelle va tout faire exploser. Non, parce que les Chinois eux-mêmes l'ont dit, il y a plusieurs officiels chinois qui ont, lorsqu'ils ont, lorsqu'il y a eu ces annonces du président Biden, on dit mais ils nous prennent pour qui? On n'est pas fou non plus. Les États-Unis sont la première puissance nucléaire. On ne va pas leur déclarer la guerre. Notre but n'est pas là. Ils l'ont dit en fait. Le but, c'est ça. Le but de la Chine n'est pas
de faire la guerre. Ils savent qu'ils vont la perdre. Le but, c'est d'arriver à contrer les ambitions américaines. Et c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, enfin, les généraux chinois, je veux dire, il faudrait être idiot que de vouloir déclarer la guerre aux États-Unis. Voilà. Les Chinois l'ont dit eux-mêmes. Ils ne veulent pas en aller jusque-là. Ce qu'ils veulent faire, c'est avancer leurs pions pour faire en sorte que ce soit eux qui soient influents. Et c'est les Américains qui sont en train de littéralement montrer les muscles. Et du coup, comme ils montrent évidemment leur bon gros bras bien musclé, leur attitude bien cow-boy, bah, les Chinois sont obligés d'y répondre. Donc voilà en fait ce qui est un petit peu, voilà en fait l'état moi de mes recherches lorsque j'ai essayé de réfléchir un petit peu euh, réfléchir un petit peu à tout ça. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que vous en pensez là de tout ça? Quels sont vous avez j'ai vu pas mal de petites choses passer. Qu'est-ce que vous en pensez un petit peu là? Donnez-moi un petit peu votre avis par rapport à tout ça. On en est qu'au début de la soirée, donc tout va bien, hein, bien sûr. Dites-moi tout. Dites-moi tout, dites-moi tout. Oui, alors c'est un classique de l'escalade de la violence. Alors oui, même si ça peut potentiellement évoluer. C'est pour ça que j'aime beaucoup le- ce contrepoint en fait donc, que j'ai évoqué hein, tout à l'heure. On n'est pas dans le piège de Thucydide, mais dans le piège de Chamberlain en fait. Va falloir trouver le juste milieu entre y aller trop fort, y aller trop brutalement, ou y aller trop dans la négociation. Si on va trop dans la négociation à la Chamberlain, ça va se déclencher. Voilà. Il va y avoir une guerre. Si on va trop, voilà, il faut trouver un juste milieu. Alors, très très bonne question, effectivement, One One, on n'en sait rien. On n'a aucun, voilà, les Australiens eux-mêmes ne savent pas. Il n'y a aucune date qui a été donnée quant à la livraison définitive des sous-marins. Donc voilà, on n'en sait absolument rien. Tout ce qu'on sait, c'est que ça a été annoncé, le budget final est le double du budget qui avait été officiellement négocié avec la France pour la livraison des sous-marins. Voilà. Donc c'est un service qui coûte 2 fois plus cher pour un truc pour lequel, là où nous, par exemple, nos sous-marins auraient été, les équipages auraient été formés par des Français, mais ça aurait été des équipages australiens. Là, ce sont des équipages américains. Et de même, on ne sait pas quand est-ce qu'ils les auront livrés. Donc, en gros, voilà. En fait, ce qui a été réellement fait ici, c'est que les Américains ont réussi de manière magistrale, et les Australiens ont négocié comme des balais, hein, négocié magistrale, en fait, l'accès aux ports australiens, à toutes les bases australiennes, pour pouvoir développer, ainsi aux eaux territoriales, à toutes les zones en fait d'influence australienne pour se déployer de manière tranquille. Donc voilà, ça ressemble pas mal à l'affaire de la canonnière au Maroc dans les années 10. C'est vrai qu'il y a des similitudes, oui, où en gros, il y a une menace d'escalade, effectivement, et au dernier moment, on finit par négocier en donnant un petit bout de territoire par-ci, un autre petit bout de territoire par-là. On va voir comment ça va se passer. Est-ce que on va en arriver à une délimitation purement diplomatique d'aire d'influence? En gros, les États-Unis auraient ça, la Chine aurait ça, la Russie ça, l'Union européenne ça. Et alors du coup, bah, qui participerait à ces négociations pour les aires d'influence? Voilà. Euh, voilà, voilà. Est-ce que ça va être uniquement des négociations entre les États-Unis et la Chine et du coup les autres vont essayer de se raccrocher? Est-ce que ça va être de véritables négociations multilatérales? On n'en sait rien. Ça peut effectivement être un élément à prendre en place, à prendre en compte. Ouais. Là, ça chauffe. Ah oui, non, mais justement, ouais, ouais. C'est une escalade militaire depuis des années. Oui, 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 totalement. Euh, Ça va à la fois sur la modernisation, ça va à la fois sur du matériel de plus en plus nombreux. Voilà, parce que le truc, il est là, c'est que les États-Unis, en fait, sont la superpuissance militaire et n'ont jamais caché les dépenses militaires faramineuses qu'ils ont, hein. C'est voilà, c'est le pays qui a toujours dépensé le plus d'un point de vue militaire. Et donc, en fait, la Chine elle, se sentant menacée et cherchant à tout prix le pied d'équilibre, bah, multiplie en fait elle aussi du coup en contrepartie les dépenses militaires. Du coup, ça inquiète les puissances établies qui multiplient elles aussi leurs dépenses militaires. Quand on voit que le Japon commence lui aussi à réarmer, enfin il y a un truc qui va pas quoi. Donc donc voilà. C'est ça qui est également très très intéressant. On a une véritable escalade, mais voilà, parce que personne ne veut dire stop, on arrête, hein, on renégocie, on met à plat et voilà. Mais
Parce que là, pour le moment, personne n'a envie. Il y a peut-être d'autres intérêts aussi derrière. Clairement, les Australiens se sont tirés une balle dans le pied, mais phénoménale. C'est-à-dire que le monde entier se moque de l'Australie, là. Enfin, ils passent vraiment pour des imbéciles. L'ancien Premier ministre australien, mais passe son temps à se moquer du Premier ministre actuel en disant mais qu'est-ce qu'il a foutu? Mais c'est juste pas possible. Tout à fait. Alors, oui, alors la Russie et l'Ukraine, en ce moment, c'est encore autre chose. Là, on est dans le précaré traditionnel de la Russie, hein, puisque finalement, Kiev, Novgorod, ça fait partie hein, de l'ancienne Russie. Donc là, il y a d'autres choses qui sont en train de se mettre en place. Et là encore, mais c'est pareil, hein, Poutine n'est pas un imbécile, hein. Il sait qu'il n'a pas les moyens économiques de véritablement se lancer dans... Non, c'est extrêmement dangereux. Ce qu'il va véritablement faire, véritablement, c'est ce que beaucoup pensent, c'est qu'il utilise ces arguments-là pour se mettre en position de force pour des négociations. Voilà, d'ailleurs, ces négociations continuent. Et c'est ici, en fait, on négocie à la manière russe, c'est-à-dire qu'en fait, on négocie en montrant qu'on est toujours là, qu'on est toujours fort. Et tant qu'on n'a pas obtenu quelque chose qui nous satisfait, on reste là. Voilà, c'est toujours comme ça qu'on fait les Russes, hein. C'est historique, voilà, ça c'est extrêmement classique, voilà, de ce point de vue-là. On n'était pas. Oui, oui, le coût des Nations Unies. Oui, 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 oui. Je suis entièrement d'accord. On se demande à quoi servent les Nations Unies. Oui, je suis entièrement. À chaque fois, généralement, c'est ce dont je parle à mes élèves à chaque fois. On se demande à quoi ça sert parfois. Parce que c'est normalement l'institution idéale pour tous les règlements multilatéraux, etc. Le problème est, moi c'est mon humble avis, hein, l'institution du Conseil de sécurité avec les droits de veto des 5 grandes puissances, c'est une absurdité maintenant. C'est une véritable absurdité. Ça ne sert à rien, ça bloque littéralement toute volonté de négociation. Parce que tant qu'on est en train de négocier, on ne se tape pas dessus. Et tant que tu as un moyen de littéralement empêcher les gens de discuter, de négocier, tu peux te taper dessus. Donc voilà, c'est un petit peu dangereux par rapport à ça. La Russie joue doute. Ah oui, oui, non, mais clairement, la Russie a toujours, enfin, je vais pas dire qu'elle joue un double jeu, elle joue son propre jeu depuis qu'elle essaie de se reconstruire, hein, donc depuis en fait l'arrivée de Poutine, donc retrouver sa grandeur perdue. Donc c'est pas un double jeu, c'est le jeu russe. Voilà. Voilà, ils veulent montrer qu'ils n'ont pas disparu. Ah oui, non, mais là, non, mais oui, voilà. Alors, les Européens ne veulent pas négocier avec la Russie. Très particulier. Très très particulier, parce que tant que, même si c'est de moins en moins le cas, hein, bien sûr, on a du fait des nouvelles politiques énergétiques, hein, on le voit en Allemagne, hein, d'ailleurs, où ils sont complètement revenus sur les énergies vertes en disant non mais stop, on va arrêter là. On a une autre priorité, c'est de se détacher de la Russie. Voilà, il y a encore quand même énormément d'influence via la Russie par le biais de l'énergie, par le biais de tout un tas de politiques et d'accords commerciaux. Donc c'est assez compliqué la question entre l'Union européenne et la Russie, avec un autre élément aussi de taille, et là encore, hein, c'est une faiblesse inhérente à l'Union européenne, qui est que il n'y a pas de voie unique. C'est-à-dire qu'il est censé y en avoir une, hein, par le biais du président de l'Union européenne, ouais, très bien, sauf qu'en fait, il ne sert pas à grand-chose, puisque de ce point de vue-là, en ce qui concerne la politique véritablement étrangère, il y a une vague politique étrangère de l'Union européenne, mais c'est d'abord et avant tout du ressort de chacun des États. Comment voulez-vous arriver à une position ferme et définitive lorsque chaque État a son propre agenda vis-à-vis de la Russie? Pas évident. Donc c'est pour ça que la question russe, je vais pas dire est la plus m'inquiète plus, mais il y a quand même de quoi faire attention avec ça. Voilà. Non, mais c'est pas là. Je dis à chaque fois à mes élèves, nous vivons malheureusement une époque passionnante. Donc voilà, on se met dans le fil pour des sanctions. Oui, non, mais voilà, le problème, c'est que la Russie sait qu'elle a besoin de l'Union européenne pour tout un tas d'éléments, pour une partie des infrastructures, pour une partie évidemment de ses contrats commerciaux, etc. Donc la Russie ne peut pas se passer de l'Union européenne. Donc c'est pour ça que le jeu auquel joue Vladimir Poutine, et donc le jeu de la Russie,
c'est pas un double jeu, hein, c'est le jeu du je montre que je suis là et j'essaie de réellement, littéralement récupérer ce que je peux pour être encore à mon avantage, pour continuer encore à placer mes pions. C'est-à-dire que la Russie est littéralement en train de s'apercevoir qu'elle est en train de chuter dans l'échiquier mondial. Clairement. Voilà. Poutine n'a cessé de la tirer vers le haut, mais là, il y a une espèce d'accélération qui fait qu'elle a l'impression de chuter. Bon, l'Union européenne, bon, j'en parle même pas. Et du coup, il essaie littéralement eh bien, de multiplier, de démultiplier les actions pour eh bien, montrer qu'on est là et on peut encore en tirer un quelconque bénéfice. Oui, oui les nouveaux oléoducs, oui, clairement. Les nouvelles politiques, ça, il y aurait un truc à faire d'ailleurs sur la nouvelle politique des oléoducs, gazoducs, tout ça. Mais justement, c'est pour ça, Bismarck. C'est pour ça que les Chinois ne veulent pas déclarer la guerre. Ils ne veulent pas. Non, ils ne veulent pas. Non, non, ils le savent, hein, ils en sont parfaitement conscients. Eux, ils veulent se mettre au niveau des États-Unis, voire devant les États-Unis. Le but n'est pas d'avoir l'hégémonie mondiale, non. Le but, c'est qu'on les laisse tranquilles. C'est ça, en fait. Le truc, il est là. Ils veulent être sûrs que leur pays va pouvoir continuer à se développer, etc., sans qu'on puisse leur mettre de bâton dans les roues. Voilà. Donc voilà, non, non, ils l'ont dit eux-mêmes, hein. Ils l'ont dit eux-mêmes. Ils ne veulent pas déclarer la guerre. Ils multiplier les provocations, oui, mais c'est un moyen pour eux de renforcer leur poids dans les négociations. Le problème, c'est que, en fait, moi, je dirais, c'est même pas forcément la canonnière, l'affaire de la canonnière au Maroc, c'est limite l'affaire de la dépêche d'Ems. Euh, Dans le sens où il y en a un qui agite le petit chiffon, c'est voilà, vous aviez Bismarck qui affichait, qui agitait cette petite provocation à Napoléon III qui a plongé dedans les deux pieds liés. Bah là, en gros, j'ai l'impression d'avoir la Chine qui agite son truc en disant, voilà, je veux ça parce que j'en ai besoin, etc. Euh, au bout d'un moment, les États-Unis, c'est bouge pas, j'arrive. Alors qu'en fait, voilà, il faut il faudrait davantage, quand on lit les différents spécialistes, ne pas se laisser faire. Il ne faut pas se laisser faire vis-à-vis de la Chine, mais il ne faut pas être non plus dans le brutal. Et le problème, c'est que là, en fait, avec la politique américaine, après, c'est relativement américain, hein, généralement, c'est un côté ou l'autre, hein. Il y a pas de véritable juste milieu avec les États-Unis. On est passé de plusieurs décennies de négociations, voire de laisser-faire, à non, non, stop, maintenant on vous laisse plus rien faire, et non, stop, le moindre truc que vous faites, on est contre. Donc voilà, mais ça, c'est typiquement américain. Donc il faudrait peut-être davantage justement trouver un juste milieu entre les deux. Et c'est pas forcément, pas forcément facile à mettre en place. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres remarques, d'autres éléments par rapport à tout ça? Dites-moi tout, dites-moi tout. Ok, oui, ouais, c'est bon. J'en profite, je regarde. Alors, si vous n'avez plus de questions ou plus d'éléments sur. Ah, alors, Taïwan et le Japon. Ils se préparent, mais ils disent quoi? Alors, Taïwan, de toute façon, a toujours eu le discours de la grosse, enfin de la victime. En gros, enfin, nous sommes les vrais Chinois, mais en même temps, voilà, enfin, on est systématiquement menacés, on veut garder notre indépendance. Enfin, voilà. Clairement, Taïwan n'arrête pas de tirer la sonnette d'alarme. Mais elle tire la sonnette d'alarme depuis 1949. Donc, voilà. Je ne vais pas dire que ça commence à crier un petit peu au loup, parce qu'il faut toujours évidemment se méfier. Surtout quand on voit que la Chine a réussi de manière totalement légale à remettre la main sur Hong Kong, il est évident que la Chine cherche à remettre la main sur Taïwan. Oui, on va voir évidemment dans quelle mesure elle peut y arriver de manière légale. Est-ce qu'elle voudra forcément y arriver par la guerre? Je ne pense pas, parce que Taïwan est un allié des États-Unis. Donc, voilà, c'est exactement ça, c'est ça. Voilà, c'est exactement ce que disait Bismarck. Voilà. Et oui, ils font énormément d'intrusions au-dessus de Taïwan, mais ce sont des intrusions, ce sont des provocations. C'est-à-dire qu'en gros, ils veulent montrer qu'ils sont là
La Chine, voilà, ça devient une espèce de thématique assez récurrente, hein, que ce soit la Corée du Nord, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, même l'Inde le fait, même l'Inde et le Pakistan le font, multiplier les provocations pour montrer qu'ils sont là. Donc, alors, il déclare indirectement la guerre. En fait, il joue un petit peu sur les termes, sur la durée de la violation de l'espace aérien, etc. Voilà. Voilà. C'est tant que c'est juste une petite intrusion, il joue là-dessus. Mais tant que justement il n'y a pas de réponse, voilà. Mais faut bien voir quand même que ces vols-là sont quand même surveillés et que s'il y avait réellement une réelle menace, dans le sens, c'est pas un avion, mais c'est plusieurs avions qui après vont arriver, il y aurait une réponse de la part évidemment des Américains qui sont basés au Japon, aux Philippines, etc. Voilà, il y aurait une réponse, hein, obligatoirement. Donc voilà. Donc voilà. Et le Japon réarme. Le Japon réarme. euh, alors officiellement il n'a pas de porte-avions, mais il possède des porte-aéronefs. Voilà, il a commencé à en reconstruire et officiellement, bien sûr qu'officiellement il n'a pas le droit, hein, mais sur la bord d'armée, c'est pour assurer la sécurité de toutes les routes de commerce, de tous les intérêts en fait japonais dans la région. Voilà, donc en gros c'est montrer qu'il y a une espèce de cordon sanitaire contre la Chine. Voilà, voilà, voilà. Voilà, d'accord. Euh, Taïwan. Alors, l'Occident a laissé tomber Hong Kong. Ils ont... C'est très particulier parce qu'en fait, Hong Kong, c'était une concession britannique et qui était arrivée à terme. Et donc là, ici, les Anglais ont rétrocédé de manière légale Hong Kong. Donc voilà. Le problème, c'est qu'effectivement, enfin, bon, les Hongkongais n'étaient pas spécialement favorables, hein, bien évidemment, et c'est pour ça que pendant très longtemps, Hong Kong, même devenu chinois, a eu un statut un peu particulier. Mais ce statut particulier, voilà, il est temps de, hein, voilà, on met le bémol maintenant et ça suffit. Maintenant, c'est la Chine. Donc voilà. Hong Kong, c'est un statut très très particulier. Donc voilà, on peut pas vraiment dire que ça soit un scandale que les Occidentaux aient laissé tomber Hong Kong. C'était dans les textes. C'était dans les textes. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, tout ce que tu peux faire, c'est agir à la marge. Ouais. Bonsoir Japlou, comment vas-tu? Ah bah oui, non mais, ah oui, non mais je suis d'accord, Sibéria, c'est totalement révoltant en soi, bien sûr, mais c'est la règle internationale. Voilà. Oui, tout à fait, Bismarck. Oui. Alors, elle n'a pas respecté le timing sur la reprise en main de Hong Kong. Il y a moyen de jouer sur les mots. Voilà. Voilà, le problème, ça, c'est qu'on est dans des aspects ici de politique et de jeu sur les mots en termes politiques. Pour dire que non, officiellement, tout s'est très très bien passé. Il n'y a pas eu de problème. Voilà. Donc, c'est pour. Voilà. Et du coup, c'est ça. C'est vrai que Hong Kong est un cas très très intéressant. Parce que finalement, on a encore une population qui est empreinte de valeurs finalement occidentales. Il se retrouve confronté à un système qui n'est pas du tout basé sur les mêmes valeurs. Et oui, et du coup, il y a des clashs. Et c'est une situation qui est très, très intéressante. Voilà, enfin, il y a énormément d'aspects. Enfin, moi, il y a plein de trucs sur lesquels je voudrais encore continuer à parler, hein, mais voilà, là, on n'en terminerait jamais. Voilà. Donc là, voilà, moi aujourd'hui, c'était vraiment essayer de présenter un petit peu l'état des relations entre Chine et États-Unis à travers le spectre de, euh, de justement le fameux piège de Thucydide. Je pense qu'il y a largement de quoi, à un moment ou à un autre, faire un autre stream. Oui. J'ai l'impression, enfin je sais pas vous, j'ai l'impression que ça vous a plutôt intéressé, ça vous a plutôt plu. Donc voilà, si vraiment ce genre de format vous intéresse, je suis prêt à en refaire, hein, il y a pas de problème, hein. J'essaierai un petit peu d'améliorer encore un petit peu petit à petit la mise en page. Mais voilà, moi je suis prêt à en refaire d'autres. En plus, je m'appuie sur des trucs sur lesquels j'ai travaillé pour préparer mes cours. Oui, Bismarck, oui.
Et il y a donc par le biais en fait des nouvelles routes de la soie, il y a eu tout un tas de traités qui ont été signés. Et la Russie elle-même, hein, dans sa politique de rééquilibrage et de recentrage en fait vers l'Asie. Voilà, c'est vraiment vers l'Asie, hein. La Russie, en fait, tourne de plus en plus justement vers l'Asie centrale. Et oui, je me souviens plus du nom de cette alliance. J'ai vu ça, le pire, c'est que j'en ai reparlé il n'y a pas si longtemps, mais les vacances sont passées par là. Mais oui, oui, il y a en fait, non, c'est pas une alliance stricto sensu. C'est pas une alliance stricto sensu. C'est un partenariat économique, diplomatique et militaire. C'est pas stricto sensu une alliance, mais à terme, ce partenariat doit aboutir à une alliance militaire. Voilà. Ah, mais justement, je ne vais, non, non, justement, Sib, là, ce sera, je vais pas, voilà, je vais pas forcément à chaque fois faire réaction du pays par. Non, 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 non. Mon but n'est pas forcément ça. Mon but, ce serait potentiellement, voilà, de parler d'autres éléments. Potentiellement, tiens, par exemple, pourquoi pas l'Amérique du Sud. Là, moi, j'avais en tête. Bonsoir, Amlo, comment vas-tu? Bah, très, très bien, et toi? Là, par exemple, je pensais aussi à un truc sur la Turquie. Voilà, parce que la Turquie, d'ailleurs, c'est assez intéressant, elle aussi place ses pions, donc non seulement au Moyen-Orient, enfin, elle essaye de placer ses pions au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique. Voilà. Donc je pense qu'il y aurait aussi potentiellement pas mal de choses à dire sur la Turquie, avec là encore un aspect historique. Vous avez vu, hein, j'aime bien faire un petit point historique, voilà, puis après un petit point un peu plus diplo, etc. Voilà. Mais justement, c'était aussi l'objectif de ce stream, Sib, de montrer que oui, on a tendance à, voilà, c'était aussi l'objectif de mon propos, montrer qu'en ce moment, on a un peu trop tendance à dire, ouh, attention, c'est la Chine, la Chine, la Chine. Non, il n'y a pas que ça, il y a autre chose. Il y a peut-être d'autres moyens d'envisager les relations internationales. Mais en ce moment, on a l'impression que tout le monde veut se focaliser sur la Chine. Donc voilà. Donc il y a peut-être d'autres éléments que je prendrai en compte. Il y aura peut-être des éléments parfois un peu plus historiques que purement diplomatiques, parfois peut-être un peu plus diplo que historique, mais bon, voilà, a priori, si ça vous plaît, autant que j'en profite. Voilà. Donc vous me dites, hein, voilà, si vraiment vous voulez que je continue, alors je ne peux pas vous dire quand est-ce que j'en ferai un autre. Ça, malheureusement, je ne peux pas parce que ça me prend quand même pas mal de temps. Mais voilà, enfin, voilà, j'ai quand même animé un truc animé un stream pendant plus d'une heure et demie, hein, quand même. Donc voilà, je pense que ça peut être sympa. Oui, c'est ça. En fait, on est. Alors, est-ce qu'on est dans un nouveau monde bipolaire? C'est assez étrange. On était complètement dans un monde multipolaire après la guerre froide, ça je suis entièrement d'accord, à Corsica. Euh, En fait, on est dans un monde où il y a clairement deux puissances qui sont véritablement en train de s'imposer, hein. Donc, bon, États-Unis, c'est normal, c'est la puissance établie, mais également la Chine. Et on a les autres qui essaient de se dire, mais on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On reste dans notre petit précat, dans notre petit coin, etc. Et donc, il y a un terme, en fait, ils vont se faire bouffer. Ou est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer autre chose? Est-ce que du coup, on va rejoindre les deux mâles dominants, les deux alphas, et on va réaboutir à un monde bipolaire? Ou bien on va partir sur des recompositions en fait territoriales, avec peut-être potentiellement un front asiatique, un front indo-asiatique, un front peut-être russo-chinois ou sino-russe, un monde peut est-ce que l'Europe va réellement s'affirmer? Il y a plein d'éléments par rapport à ça. La Corée du Sud, oh bah, la Corée du Sud, c'est extrêmement simple. La Corée du Sud, c'est les États-Unis. Point. Voilà, c'est aussi simple que ça. La Corée du Sud, voilà, se tourne totalement vers les États-Unis. Voilà. Là, il y a pas photo. Ça commence à poser problème, hein. La jeunesse commence à en avoir un petit peu marre, mais voilà. C'est comme ça que ça fonctionne là. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres éléments? Voilà, de toute façon, en fait, je mettrai cette vidéo après en VOD. Donc je la couperai correctement pour qu'ensuite je puisse la mettre sur YouTube. Donc voilà, si jamais après vous voulez
revenir là-dessus ou me dire «Eh bonsoir Utamaga, comment vas-tu?» Bah, ça va très très bien. Voilà. Mais ne quittez pas, hein, je vais pas arrêter, je vais pas arrêter tout de suite. Donc voilà. Si vous pensez que c'est un format qui peut véritablement vous plaire, bah écoutez, j'en referai d'autres avec plaisir. Je vous préviendrai, hein, bien évidemment, à l'avance pour qu'on puisse en parler. Mais du coup, je vais arrêter, je pense, ce point géopolitique là, maintenant. Voilà.